Dans le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire, fournisseurs locaux et entreprises leaders se tendent la main. Des précisions dans cette édition. Sous l'initiative de la Fondation Future Africa, des bénévoles ont pris part au nettoyage d'une plage dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Et les acteurs de la filière fruits et légumes sont sensibilisés sur l'importance de la sécurité alimentaire des productions agricoles à travers des normes reconnues au niveau mondial. Bienvenue à tous et à toutes. La Côte d'Ivoire, en 2018, a enregistré près de 4 millions de touristes. Aujourd'hui, elle est la 3e destination en matière de tourisme et d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc. Les grands distributeurs et les grands hôtels se frottent les mains, mais les fournisseurs locaux, eux, ne profitent pas pleinement de ce boom. Comment emmener les hôtels et les grands distributeurs à s'approvisionner de plus en plus auprès des PME locales? C'est tout le sens de l'atelier qui s'est tenu ce mardi à Abidjan. Un atelier qui a mis en relation fournisseurs locaux avec les entreprises leaders du secteur tourisme. Des détails avec Jean-Charles Sibaï et Augustin Kra. En organisant cet atelier, la SFI, Société financière internationale, et le CCESP, Comité de concertation État-secteur privé, veulent aider les PME ivoiriennes à tirer profit du boom du tourisme observé depuis ces dernières années. Près de 4 millions de visiteurs en 2018, faisant de la Côte d'Ivoire la 3e destination en matière de tourisme d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc. Une bonne affaire pour les grands hôtels et la grande distribution. Malheureusement, ces derniers ne s'approvisionnent pas suffisamment auprès des PME locales, d'où cette rencontre avec les fournisseurs locaux. On évite d'importer, il y a les coûts douaniers, il y a tout ce qui va avec. Et on ne peut pas dans un pays et puis ne pas consommer local. Il faut vendre le pays. Il faut vendre la production du pays. Il faut montrer qu'on n'est pas là seulement pour faire des devises, mais pour apporter de la richesse au pays. La condition sine qua non, c'est avoir des produits de qualité. Parce que nous sommes là pour contrôler. Et tout ce qui va de la daba du cultivateur à l'assiette du consommateur est très important pour nous. Aujourd'hui, l'accès à justement ces grands hôtels, parce qu'on a accès quand même à des petits hôtels, mais l'accès aux grands hôtels, aux grandes enseignes reste encore difficile, sachant que les PME sont limitées par quelques difficultés, je vais dire celle de la production en masse, de la limitation d'accès au marché, de manque d'industrialisation, donc ce qui est à l'avantage des grandes enseignes étrangères qui sont déjà présentes sur le marché. Et justement, c'est pour pouvoir aujourd'hui se faire voir, présenter le produit de qualité, parce que la qualité est là. Maintenant, après, il faudra pouvoir l'enrober de tout le reste. Franchement, aujourd'hui, il peut venir. Parce que notre abattoir a eu beaucoup de changements. La viande de l'abattoir, aujourd'hui, c'est propre. Le comité de concertation État-secteur privé se félicite de cette mise en relation directe entre grandes enseignes et PME locales. Le tourisme d'affaires aujourd'hui est notre centre d'intérêt parce qu'il a été identifié comme un grand potentiel de développement de l'activité économique. Donc avec la SFI, accompagné par l'USAID, nous avons, après avoir visité certaines grandes enseignes et certains grands hôtels d'affaires qui accueillent la clientèle de tourisme d'affaires, identifié des potentialités pour écouler la production de nos opérateurs économiques. Cet atelier de mise en relation entre les grandes enseignes et les fournisseurs locaux précède des séances de formation et du renforcement des capacités des PME locales afin de les aider à s'aligner sur les standards internationaux en termes de qualité et de production. Le projet bénéficie du soutien financier de l'USAID. Le bureau Normes Audit a organisé un atelier de formation ce mardi à l'endroit des acteurs de la filière fruits et légumes. La formation a porté sur le Global Cap. Il s'agit d'une série de normes de traçabilité et de sécurité alimentaire reconnues au niveau mondial par les productions agricoles. Le point avec Daniel Kojo et Eliane Kwasi. Le bureau Normes Audit a initié une formation à l'endroit des acteurs de la filière fruits et légumes de Côte d'Ivoire. Cet atelier vise à offrir des garanties sûres aux consommateurs et répondre aux critères de référencement des principaux acheteurs mondiaux, une condition sine qua non pour la compétitivité de cette filière. Bureau Normes Audit accorde une importance capitale à promouvoir la certification agricole au niveau africain, la promotion des labels
qui vont aller vers une application pragmatique donc des bonnes pratiques agricoles en tenant compte des réalités de nos producteurs et surtout de nos petits producteurs. C'est pour nous d'une importance capitale de pouvoir apporter notre appui à l'interprétation nationale de ce référentiel qui est élaboré à l'origine au niveau européen. Programme ayant pour cible les producteurs de fruits et légumes, la certification Global Gap, c'est le sujet principal autour duquel se sont tenus les échanges. Global Gap est un référentiel privé pour les bonnes pratiques agricoles sur le marché mondial. Il est fondé sur un partenariat égalitaire de producteurs agricoles et de détaillants dont le souhait est d'établir des standards et procédures de certification efficaces. Les producteurs agricoles qui commercialisent sur le marché international ou pour les grandes surfaces ont besoin d'outils pour rassurer sur les méthodes de production. Et donc ce référentiel, comme tant d'autres, est un référentiel qui se veut globalisant pour tous les producteurs et qui permet donc de structurer le système de production. Et donc c'est un ensemble d'exigences qui sont mises en place par le producteur dans son système de production et qui sont vérifiées. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec le groupe de travail, c'est de, je dirais, vulgariser ces exigences auprès de tous les producteurs. Il faudrait que le petit producteur de maraîcher sache les exigences. Ce sont des bonnes pratiques. Ces pratiques sont bonnes pour le producteur, mais elles sont aussi bonnes pour le consommateur. Global Gap, l'un des standards privés agroalimentaires les plus utilisés au monde, vise à garantir l'hygiène et la sécurité sanitaire des produits. Le Bureau Normes Audit, premier organisme ivoirien de certification accrédité ISO 17065 et ISO 17021 par la DAX, organisme allemand d'accréditation, veut par cette formation permettre aux producteurs de la filière fruits et légumes de garantir l'intégrité, la transparence et l'harmonisation des référentiels agricoles dans le monde. On l'annonçait en titre, la ville de Grand-Bassam a abrité ce week-end une journée de salubrité auprès de l'une de ses plages. Initiée par la Fondation Futur Africa, cette action environnementale est une marque de solidarité et de sensibilisation à l'endroit des populations vivant en Côte d'Ivoire. Plus de 100 bénévoles y ont pris part. Daniel Kodjo et Maru Seri nous en parlent. Sans hésiter, ils ont participé à cette action environnementale. Après quelques instructions, gants, pelles, sachets poubelles et râteaux en main, les bénévoles ont pris d'assaut l'une des plages de Grand-Bassam sous l'œil sécuritaire de la police maritime. L'objectif étant de se débarrasser des sachets plastiques non biodégradables, des branches de cocotiers et autres débris de plantes rejetés par la mer. Cette action environnementale est une initiative de la Fondation Futur Africa. Nous estimons que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de notre planète, une grande responsabilité vis-à-vis de notre environnement de vie. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas rester indifférents à tous ces déchets plastiques qui continuent d'être non seulement produits, utilisés, mais déversés sur nos plages et qui naturellement, du fait de leur caractère non biodégradable, auront la conséquence dans plusieurs années, dans plusieurs centaines d'années, de dégrader encore un peu plus notre planète. Donc le sens de notre action aujourd'hui, c'est, au-delà du caractère symbolique, c'est de poser un acte de sensibilisation, d'attirer l'attention des populations de la zone de Bassam et notamment de la zone côtière sur l'importance de maintenir nos plages dans un état de salubrité le plus élevé possible. Pour Charquier, chaque petite action multipliée par 2 peut avoir un impact positif sur l'environnement. Et par ce geste, c'est un appel que la Fondation Futur Africa lance aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour la protection de l'environnement. Et c'est à juste titre qu'elle a commencé à implanter sur les plages des poubelles amovibles en forme de poisson. Désormais, les populations sont invitées à ne plus jeter ou étaler les ordures le long des plages. Une initiative saluée et encouragée par plus d'un. Je suis bénévole pour le compte de l'association Futur Africa. Alors, c'est une très belle initiative parce que aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et quand on parle de préservation de l'environnement, ce n'est pas seulement pour nous qui sommes là présentement, c'est pour les générations futures. Il était important pour moi de prendre part à cet événement, moi et ainsi que ma famille et mes amis, parce que lorsqu'on a reçu l'information selon laquelle nous devrions nettoyer une plage, je dis ok, let's go.
Parce que nous évoluons dans un environnement où nous causons beaucoup de tort à notre planète. Et ça, c'est grave. Nous polluons notre terre, nous polluons nos océans. Nous avons de très mauvaises habitudes. C'est vrai que ceux qui jettent également les ordures sur la plage sont amendables, doivent changer leurs habitudes en triant. Mais nous aussi, les consommateurs, nous devons revoir de notre côté nos habitudes d'achat. Créée en 2013, la Fondation Future Africa se fixe comme objectif de contribuer à l'éveil des populations aux questions environnementales, à la recherche, à la mise en œuvre de solutions visant à une amélioration du milieu de vie et de l'environnement. Dans ce contexte, une autre activité dans le même sens est prévue dans les jours à venir. Et depuis ce lundi, Abidjan accueille la 3e édition du Forum africain pour la résilience. Une rencontre panafricaine qui pose l'épineuse question sur la migration, la fragilité et la résilience. Des partages d'expériences sur les réalités migratoires en Afrique meublent cette rencontre. Les 300 participants aux assises d'Abidjan ont été édifiés par un exemple d'intégration de migrants retournés en Côte d'Ivoire. Des détails avec Hervé Blayon, Marius Seri et Charles Kouakou. Le panel sur les perspectives de la migration a permis aux experts de cette 3e édition du Forum africain pour la résilience de mieux présenter la migration africaine comme la résultante de la fragilité engendrée par les politiques de développement. Ils ont présenté la Côte d'Ivoire comme un pays de départ, de transit et de destination. Sa démographie nous indique que 6 millions de migrants coexistent avec 17 millions de nationaux. Une réalité qui invite les pouvoirs publics à l'action. Objectif, renforcer l'intégration sociale et faciliter le retour volontaire de migrants avec le concours de partenaires techniques comme l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. La migration doit être un choix et non une obligation. Ce que l'État fait, c'est de faciliter le retour des personnes. Vous savez que sur la question des personnes qui se retrouvaient en situation d'extrême détresse en Libye et à travers le monde, 6552 Ivoiriens sont revenus, dont plus de 5000 de la Libye. C'est énorme. Nous travaillons avec les gouvernements de la région ou du continent, avec les associations de migrants, sur des opportunités plus positives pour les migrants, que ce soit pour la diaspora, d'investir chez eux. Si des partenaires techniques accompagnent le gouvernement ivoirien dans la politique de retour volontaire de migrants, des modèles de retour volontaire font déjà tache d'huile. C'est le cas d'un entrepreneur qui a bénéficié du fonds fiduciaire de l'Union européenne pour la formation et l'insertion de 50 migrants de retour en Côte d'Ivoire. En 1998, moi j'ai émigré, j'ai pas migré, j'ai émigré au Maroc pour des raisons d'études. 23 ans après, je pense que j'ai créé une école. Aujourd'hui, j'ai 5 grandes écoles. J'ai une université. Et je dis aux gens, aux jeunes, que l'Eldorado, c'est ici. On peut se réaliser ici. Donc, avec ces 50 migrants qui ont perdu espoir en eux-mêmes, aujourd'hui, j'ai réussi à changer leur mentalité. On a créé des entreprises, ils sont insérés. Un exemple de succès entrepreneurial qui n'a pas manqué de faire réagir les panélistes. Pour certains, la migration africaine est une opportunité, quand d'autres s'accordent à dire que cette migration est source de développement et d'espoir. La 3e édition du Forum africain pour la résilience est initiée par la BAD, Banque africaine de développement. Conférences, panels et partage d'expériences sont au menu de ces assises. Parlons toujours de la 3e édition du Forum pour la résilience. Au menu des échanges du jour, plusieurs sous-thèmes, notamment les conséquences de l'immigration. De l'avis des panélistes, tout n'est pas négatif. Nascimento Mondésir et Marius Seri nous en parlent. Des échanges de haut niveau sur les questions migratoires se sont poursuivis ce mardi au cours du 3e Forum africain pour la résilience au siège de la BAD, Banque africaine de développement. Décideurs politiques, représentants d'organisations internationales, chercheurs, figures de la société civile, étudiants et hommes d'affaires ont évoqué la fragilité et résilience des pays africains, les conséquences négatives et positives des migrations. De l'avis des panélistes et des intervenants, il est clair que la migration n'est pas que négative. Les conséquences positives sont innombrables et dépassent largement les cas médiatisés à grand pompe. Les success stories d'hommes d'affaires, les exemples d'icônes sportives et musicales, d'artisans foisonnent. Il faut changer le narratif, ou il faut ajuster notre narratif. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des images de bateaux qui coulent dans la Méditerranée.
On entend toujours parler de la Libye. Par contre, la réussite d'un entrepreneur dans la sous-région, ici, sur le couloir Abidjan-Lagos, on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler des bonnes pratiques d'intégration socio-économique des réfugiés dans certains pays comme l'Ouganda, l'Éthiopie ou le Kenya. On n'entend pas parler du bénéfice économique que la migration peut apporter aux différents pays au niveau régional et au niveau national. Ici, tous sont unanimes sur la nécessité de lever le paradigme de la négativité sur la migration avec à la clé des propositions et des changements de comportement. Je pense qu'en tant qu'Africain, on doit rester sur le continent africain pour pouvoir développer le continent économiquement parlant et socialement parlant parce que il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent en Afrique et on doit trouver une solution pour pouvoir résoudre ces problèmes par nous-mêmes et non partir, migrer vers le continent européen où il y a d'autres contrées pour pouvoir les développer, mais rester ici pour pouvoir développer nos pays et notre continent. Il y a des facteurs structurels qui entrent en jeu et pour nous, il s'agit d'analyser minutieusement tous les contours de la migration et y trouver toutes les solutions politiques à mettre en place. Et cela est aussi l'affaire de tous. Toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Le 3e Forum africain pour la résilience se poursuit avec plusieurs autres sous-thèmes. Les questions liées aux défis et politiques de la migration intra-africaine, au changement climatique, migration et renforcement de la résilience seront abordées. Et un mot d'éducation dans ce journal. À l'instar de plusieurs écoles à travers la Côte d'Ivoire, le groupe scolaire La Rochelle a célébré sa traditionnelle fête de Mardi Gras. Un moment riche en déguisements et autres activités festives. Mais cette année, à La Rochelle, on a voulu mettre l'accent sur la culture dans le nord de la Côte d'Ivoire qui a été visitée par les enfants sous toutes ses facettes. Le point avec Jean-Charles Sibaï dans un récit de Corona Congo. Après le défilé à travers les rues de la commune de Koumassi, les élèves du primaire et du secondaire du groupe scolaire La Rochelle ont fête dans la cour de l'établissement scolaire. Nous sommes à la traditionnelle fête du Mardi Gras, un moment qui précède le début du jeûne catholique. Mais à La Rochelle, point de déguisement ou d'accoutrement extravagant. Ici, l'on a décidé de mettre l'accent sur la culture sénoufo, une culture du nord de la Côte d'Ivoire, révélée par les enfants de La Rochelle sur toutes ses facettes, culinaire, accoutrement ou encore danse, comme ici le boloy, qui symbolise la danse de la panthère. À côté de la danse, les enfants semblent avoir été séduits par l'habillement traditionnel sénoufo. Je m'appelle Tane Manuela Azeren Esther. Je suis en classe de CM1B. Je vais parler du peuple sénoufo. Les peuples sénoufo vivent au nord de la Côte d'Ivoire. On peut les trouver dans les régions de Korogom, Ferké et de Katola. Ce sont des agriculteurs et des travailleurs. Cette année, le groupe scolaire La Rochelle a décidé d'honorer la culture sénoufo. Les élèves du groupe scolaire La Rochelle font un clin d'œil au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour moi, l'habillement sénoufo, c'est un peu comme, ça a la même langue comme les habits tagonants. Il y a toujours des petites fantaisies dessus. C'est ce qui me plaît chez les habits sénoufo. Les parents d'élèves et le personnel de l'établissement d'enseignement primaire et secondaire saluent l'initiative. L'année passée, on a honoré plusieurs peuples en même temps. Mais cette année particulièrement, le comité d'organisation a décidé que ce soit la culture sénoufo. Les enfants ont tendance à regarder la télévision, de voir que ce qui est moderne, ils oublient même cette tradition de chez nous. Donc moi je trouve que le Mardi Gras à La Rochelle, c'est très bienvenu. Ça veut dire que le nord, le sud, l'est et l'ouest, on est tous les mêmes. Voilà. Pour la fondatrice du groupe scolaire La Rochelle, il fallait absolument que la fête ait lieu malgré les troubles observés dans le secteur éducation-formation. Et c'est une occasion pour nous, responsables du groupe scolaire La Rochelle, de dire merci à tous nos parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Le groupe scolaire La Rochelle est situé à Koumassi-Ramblay. Il enregistre une école primaire de 1500 élèves et une secondaire ayant un effectif de 500 élèves.
Et terminons dans la région de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional du Cavali a tenu une session extraordinaire budgétaire. Les conseillers ont adopté un budget qui s'équilibre en recettes et dépenses à près de 3 milliards, dont près de 2 milliards de francs CFA consacrés à l'investissement. Une part très importante de ce budget a été affectée à l'éducation et aux infrastructures routières. 2 semaines après la première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil régional du Cavali, les conseillers régionaux viennent à nouveau de se réunir pour une session extraordinaire budgétaire. Cette session extraordinaire du Conseil, d'autant plus importante, a permis d'adopter le budget primitif du Conseil régional du Cavali qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 935 611 000 francs CFA, dont 1 517 827 000 francs pour le fonctionnement et 1 987 784 000 francs à l'investissement. Ce budget va permettre la réalisation de plusieurs projets. L'équipe de Anne Désiré Ouloto a fait la part belle à l'éducation et aux infrastructures routières de la région. Ainsi, 863 702 000 francs et 426 264 000 francs ont été affectés respectivement à l'éducation et au reprofilage lourd et léger des routes et voies de la région. L'État de Côte d'Ivoire veut faire en sorte que le programme triennal et le budget qui sera adopté par vous et moi soit l'expression de la volonté de nos concitoyens. Le président de la République a donc pris un décret pour créer le Césaire, qui est un organe consultatif. Ils se sont prononcés sur 3 choses. Le programme triennal, le budget primitif, ainsi que notre proposition de taxe pour l'année 2019. L'idée est d'avoir une démarche participative pour que notre ambition soit vraiment celle voulue par les populations et se fasse dans l'intérêt des populations. La région du Cavali regroupe 4 départements que sont Guiglo, Toulepleu, Bleulequin et Taï. Elle a accusé un retard dans son développement suite à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est sur ce reportage de Théodore Kanga que se referme cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien.